Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une belle pile de nouveautés et ce sont tous des documentaires. Vous connaissez mon amour pour les documentaires, donc j'étais très hâte de vous les présenter. Il y en a pour tous les goûts et surtout tous les âges. Je vais commencer en vous disant deux choses. D'abord, j'ai pris un café d'après-midi, chose que je ne fais jamais et je me sens palpiter. Donc si je parle vraiment vite et avec trop d'émotion, ben vous saurez c'est pourquoi. Et deuxièmement, comme toujours, je prends toujours le temps de simplement vous rappeler que je reçois ces livres-là gratuitement. Donc, les maisons d'édition me les envoient, mais il n'y a jamais d'obligation d'en parler. Donc, si un livre que je préfère ne pas parler ou peu importe, sachez tout simplement que chacune de ces critiques sont non seulement non rémunérées, mais qu'elles sont 100% authentiques et sincères de ma part. Donc, nous allons commencer, je vais retourner la pile pour bien voir les titres, avec vraiment une nouveauté qui m'a charmée du tout au tout. C'est Drôle d'histoire, c'est métier. C'est chez Québec Amérique et dans le fond, c'est un documentaire sur tous les métiers d'autrefois. On vient en apprendre sur tellement de choses et vraiment des métiers qui n'existent pour la plupart plus aujourd'hui. C'est tellement bien réfléchi. Puis, vous le savez, quand je commence des documentaires, généralement, je lis en diagonale, mais j'essaie d'avoir comme une idée générale du contenu. Ben là, je me suis surprise à lire facilement la moitié du documentaire juste parce que ça m'intéressait. C'est le genre de fait intéressant à avoir dans une conversation qui se glisse toujours bien. Ce qui m'a fait bien évidemment rire, c'est que y a des péteurs, il y a des métiers que les enfants vont être crampés en le lisant, c'est certain. Ici, par exemple, je vous présente les Foulonniers, qui était dans la Rome antique. Donc, je vous présente un peu comment le documentaire fonctionne. On a sur une double page ici, on a qu'est-ce que c'est qu'un foulonnier, quand est-ce qu'on l'a vu arriver, à quelle époque ils ont existé et est-ce qu'ils avaient quelque chose qu'on pouvait les reconnaître facilement physiquement. Ensuite, on a quelques faits intéressants dans des petits paragraphes. Dans ce cas-ci, les foulonniers, donc si vous n'étiez pas au courant, moi c'est pas quelque chose que je connaissais, ce sont des personnes qui collectaient l'urine dans les toilettes publiques de la ville et l'incorporaient à la lessive pour blanchir les vêtements des nobles. Mais tu sais, l'urine, il y a des toxines là-dedans et ils ont provoqué des irritations et des inflammations sur les jambes. Bref, et quand on a aussi le paragraphe qui, je trouve, est un des plus pertinents, je trouve ça brillant qu'ils y aient pensé, c'est le pourquoi ils ont disparu. Pourquoi ce métier-là n'existe plus. Et si je vous lis donc dans le cas des foulonniers, avec la chute de Rome, les foulonniers sont tombés dans l'oubli. Néanmoins, l'urine a continué d'être employée jusqu'au 19e siècle dans le traitement de la laine, notamment en Inde, en Angleterre et en Autriche. Donc, fait intéressant. Et chacune, on a parfois juste une page simple. Plus souvent qu'autrement, ce sont des doubles pages. Mais ici, on a par exemple un épileur d'aisselle. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je pourrais... Des nourrices, on connaît ça avec l'allaitement, des brasseurs de bière, des goûteurs, des goûteuses, des pleureuses. Dans les funérailles, elles étaient engagées pour pleurer. Plus il y avait des pleurs, plus ça voulait dire que l'être décédé était aimé. Ça me fait tellement rire. Je trouve ça ingénieux. Les enfants vont vraiment être passionnés par ce documentaire-là. C'est bien fait. Il y a une immense place à l'illustration, comme vous pouvez le voir. Ah oui, ça, c'en est un drôle. Les réveilleurs. Donc, les réveilleurs, on devait mettre sur notre fenêtre il me semble que c'était comme un papier à l'heure à laquelle on aimerait être réveillé. Puis il y a quelqu'un qui venait puis qui cognait à ta fenêtre jusqu'à ce que tu fasses un signe de vie. Donc il ne quittait pas ta fenêtre tant que tu ne répondais pas. Ça me fait vraiment rire. Puis avec les élèves, on pourrait justement aller travailler le sens de déduction dans ce cas-ci, le réveilleur. Pour quelle raison vous pensez que ce métier-là a disparu? Ben c'est sûr que, ben là je sais pas, là, je m'en rappelle plus, mais clairement l'arrivée du réveil matin est arrivée, puis on a pu laisser tomber là, ce métier-là. Alors, assurément un coup de cœur qui va être franchement innovateur dans ma bibliothèque. Chez La Bagnole, maintenant, ça c'est une collection que j'aime beaucoup. J'ai un bac dans ma classe pour les artistes. Et ici, on a dessiné, c'est facile. Je crée ma première bande dessinée.
Donc, avec Tristan Demers, on a parfois, par exemple, des créatures d'hiver, créatures divines. Il y avait comme plein de sortes de dessinées, c'est facile. Mais là, j'écris ma première bande dessinée. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce que c'est un genre littéraire non seulement qui plaît aux élèves, mais qui est facile à incorporer en écriture. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui faites un projet de bande dessinée en classe. Alors là, ici, on a plein de choses pour justement apprendre à utiliser les codes de la BD. Donc, les phylactères, les appendices, les dialogues, les onomatopées, les idéogrammes, la perspective. Apprends à créer de l'action, la composition d'une case, l'ordre de lecture. Genre, c'est super, super complet. Dans toute la collection, sont là ici. On a vraiment là, plusieurs, on a des monstres, des créatures, des animaux, Noël. Donc on en a plusieurs, mais je pense que c'est celui qui a le plus beau potentiel pédagogique à avoir en classe. Les autres, moi, je les laisse disponibles pour mes élèves, pour mes artistes qui veulent se pratiquer à dessiner là, pendant leur temps libre. Mais celui-là, il a vraiment un très beau potentiel, je trouve. On poursuit maintenant avec les documentaires européens. Donc je vais commencer avec Histoire de s'habiller chez Kilowatt. Histoire de s'habiller, c'est un livre que j'ai pris pour mon thème sur autour du monde, que je me suis dit, ben pourquoi pas aller voir justement les différents habits autour du monde. Mais c'est tellement plus que ça dans le documentaire. Encore une fois, je vous disais que souvent un documentaire, je lis un peu en diagonale parce que ben, c'est quand même une lecture qui est lourde. Et là, je l'ai lu au complet parce que pour chaque double page, non seulement, on s'entend, on n'a vraiment pas une grande quantité de texte, la place, elle est vraiment pour les illustrations, mais c'est que c'était franchement intéressant. Donc ici, l'histoire de s'habiller, ben, on a évidemment à l'origine comment les vêtements sont arrivés, ensuite le voyage du tissu, se protéger des climats. Tu sais, on a ici une attention pour les peuples autochtones. On a aussi les peuples autochtones du désert. Une véritable armure. Tu sais, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé dans un livre sur les habits, mais que les armures, là on dit une armure, là, mais que les uniformes des métiers font partie effectivement des habits. Tu sais, j'aurais juste comme pas spontanément pensé à ça. Les vêtements qui traversent le temps, les signes de richesse ou de religion. Puis il y a même une page sur le naturisme, je pense qu'on appelle, donc sur le nudisme, qu'on devrait dire. Je sais pas comment il l'appelle là. Puis c'est fait de façon, là je la trouve plus juste pour faire exprès, mais c'est fait de façon tellement sans jugement. On fait juste aborder le fait qu'il y a des personnes qui décident de ne pas porter de vêtements. Point. On a aussi une double page sur se travestir. Qu'est-ce que c'est se travestir? Sans jugement. On fait juste énumérer des faits. On décrit ce que c'est. Puis ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une force du documentaire. Ça se ressent dans la lecture. J'ai vraiment... Tu sais, j'ai pas appris plusieurs choses, mais je trouvais que c'était complet, même que c'est allé dans des directions que moi-même, j'aurais pas pensé. Alors, c'est ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire. Nous avons ici Comment les algues peuvent sauver le monde chez La Cabane Bleue. Vous le savez, j'en parle souvent. On est dans une ère où ben, ça va mal, les changements climatiques, la pollution et tout. Puis, on a beaucoup d'albums qui viennent traiter, aborder ces thématiques-là avec une urgence de « faut faire quelque chose ». Puis, on est tous d'accord, en tout cas, moi, je suis très d'accord, puis les élèves dans ma classe sont d'accord, faut qu'on fasse quelque chose. Mais, je suis comme un peu tannée de lire des livres ou des documentaires qui sont alarmistes et qui parlent de tout ce qui se passe dans le monde puis de tout ce qui va pas bien dans le monde. Parce que, ben moi, ça me cause de l'éco-anxiété puis je peux même pas imaginer les enfants dans ma classe comment ils se sentent. C'est pourquoi je trouve qu'il y a des documentaires qui parlent de solutions, qui donnent de l'espoir aux enfants puis qui les pistent justement vers de meilleurs choix. Ben c'est ça vers quoi on devrait tendre. Évidemment que dans la préface ou même dans les premières pages, ben on va venir parler de pourquoi
pourquoi ça va mal en ce moment. Mais rapidement, puis après on vient parler des algues. D'abord, de toutes les formes d'algues, les algues dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les algues? D'abord, on fait beaucoup plus de choses que ce que je pensais, mais on en fait vraiment moins que ce qu'on pourrait. Puis, de manger des algues, ça l'apporte énormément, tant pour la santé que pour l'environnement, pour leur empreinte écologique. Mais c'est surtout ce que j'ai le plus aimé, c'est quand on parlait des vaches. Donc, on parle ici que les vaches, elles sont responsables quand même d'une grande partie du, là je dis les vaches, le bœuf, là, et contribuent beaucoup au réchauffement climatique à cause de leur méthane, de leur gaz de méthane. Puis, on parle que si le bœuf et le bétail mangeaient des algues, cet apport-là en méthane serait beaucoup moins grand. Tu sais, c'est des détails comme ça que, moi, si personne me l'avait dit, jamais j'aurais pensé à ça. Puis là, maintenant qu'on le sait, on attend quoi? Tu sais, c'est ça que je le lisais, puis j'étais comme, mais waouh, c'est tellement des solutions pertinentes, qu'est-ce qu'on attend? Alors, vraiment, des très, très belles découvertes à ajouter dans votre thème sur l'environnement. Et pourquoi pas sur l'alimentation? Là, je vous ai parlé de l'alimentation, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire là, avec les algues. Il y a un organisme, je me rappelle plus où, qui fabrique des sacs pour moins polluer grâce avec les algues, de algoplastique. Ici, on a des femmes qui se sont mises au travail et qui travaillent l'algue. Donc, pour vrai, très, 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 très pertinent. Chez Albatros, maintenant, nous avons La vie secrète des forêts, à la découverte des relations entre les arbres, les animaux et les champignons. Je pense que le sous-titre ici vient vraiment dire ce sur quoi on met l'accent dans ce livre-là, parce qu'on vient vraiment voir les relations entre les espèces, dans la biodiversité, quelles sont les relations, qu'est-ce que les champignons apportent aux arbres et qu'est-ce que les arbres apportent aux champignons, et je l'ai dit le vice-versa, mais je veux dire avec les animaux et les arbres, avec les animaux et les champignons, et c'est vraiment intéressant, c'est toujours fait sous forme de questions. Donc on a une double page, comment les arbres se protègent-ils du vent? Tu sais, question qu'un enfant pourrait se poser. Des forêts en mouvement. Les champignons sont-ils des bons voisins? Les arbres s'entendent-ils avec les fourmis? Vous voyez, c'est le genre de questions que je trouve ça super pertinent. On a une belle place à l'illustration. On a du texte. C'est quand même, c'est très complet comme documentaire. C'est pas nécessairement très chargé, mais je vais vous montrer un exemple avec le prochain documentaire où on voit assurément la différence d'âge. Donc ici, je dirais public cible 3e cycle. Je pense que le 3e cycle va se plaire à aller découvrir ces relations-là. Puis, les paragraphes ne vont pas non plus faire peur là, aux élèves du, tu sais, mettons, à partir de 4e année, je dirais. Alors que ici, toujours chez Albatros, le monde des fourmis, ici je voyais vraiment ce documentaire-là pour les petits, pas que le sujet est bébé, au contraire, j'ai moi-même appris plusieurs choses sur les fourmis, mais avec l'intérieur, regardez ça! J'ai trouvé ça rare, en fait je trouve ça rare des documentaires qui s'adressent aux petits. Et quand je dis qu'ils s'adressent aux petits, c'est pas par le sujet, mais par le graphisme, par la mise en page. Là, ici, on a un petit paragraphe ici, une grande illustration. Ah, on a des petits phylactères là, de BD et on a des gros intertitres qui vont venir aller accrocher. Puis le lecteur va pouvoir dire « des super soldats, j'ai clairement envie d'aller lire ce paragraphe-là. » On a un petit paragraphe. Et c'est comme ça, là, pour chaque double page. Ça, c'en est une qui est chargée. Donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de texte. Le graphisme est intéressant. Tu sais, regardez ça. Ici, une grande page d'illustration pour 3 petits paragraphes. Et là, encore une fois, on a le plus gros intertitre, les fourmis Dracula. Clairement que les enfants vont vouloir absolument savoir qu'est-ce que c'est qu'une fourmi Dracula. Et avec les illustrations, tu sais, ici, on ouvre les doubles pages. Puis là, je vois celui-là, la grosse fourmi avec des dents. Puis là, je vois le titre, les fourmis Dracula. Ben là, ça pique ma curiosité parce que j'ai commencé avec l'illustration avant d'aller chercher le titre. Donc, je trouve que c'est 2 super beaux documentaires. C'était pas une maison d'édition que je connaissais, qui ont un public cible différent, mais qui ont vraiment été capables d'aller vulgariser puis d'aller chercher l'attention et garder l'attention de chacun de leurs publics cibles. Nous avons maintenant La nature est tout autour de toi. Il y a clairement un lien avec
l'environnement, la nature, justement. Donc, ici, on a, je pense que c'est le deuxième de cette collection-là que je vous présente. Là, je me rappelle plus, il est où derrière moi. La nature est tout autour de toi. On visite chaque pièce de la maison avec l'enfant, puis on vient découvrir que, ton plancher de bois, tu sais, quand tu y penses, ça provient d'un arbre. Ta laine dans tes arbres. Ta laine dans tes murs, ça provient de X. Ta brosse à cheveux, elle est en poil de sanglier. Ton shampoing, il y a de la glycérine qui se retrouve dans. Donc, c'est vraiment de montrer que tout, dans le fond, se retrouve dans la nature, puis que la nature nous apporte énormément. Moi, c'est ça que j'ai retenu de ma lecture, c'est on doit tellement à la nature. Et aussi, il y a eu une espèce de... Mais on est donc bien ingénieux, nous, d'avoir pensé utiliser la nature de cette façon-là pour subvenir à nos besoins. Donc ici, ça commence dans le fond, chaque section. Donc ici, dans la cuisine, puis là, on vient poser des questions. Donc, où se cache le bois d'olivier? Les fourchettes et les cuillères sont faites en inox. Sais-tu ce que ça signifie, inox? Puis, quand on tourne, on est encore donc dans la section cuisine, là ici, zoom nature sur le frigo. Zoom nature sur le placard, donc le garde-manger. Quand tu déjeunes, quand tu dînes, le gâteau au chocolat, en images, chose que j'aime aussi, vous le savez, un documentaire, j'adore quand on vient jumeler tant des photos que des illustrations. Dans ce cas-ci, donc, en images, le sel, on vient parler du sel, du blé, du cacao, de l'olivier. Et on est dans la prochaine section, maintenant dans la salle de bain. Donc, vraiment intéressant. Clairement, les enfants vont en apprendre plus sur la nature autour d'eux. Je termine avec un autre coup de cœur. J'avais tellement juste des belles choses à dire cette vidéo-ci. Et c'est Filles, femmes, liberté. Elles font changer le monde. C'est chez Rue du Monde. D'abord, 1 minute de silence pour la magnifique couverture. C'est tellement visuellement magnifique et le mauve, j'adore. J'adore tout de la couverture. Ce que j'ai le plus aimé du documentaire, souvent quand on parle de... Je suis essoufflée, j'ai certainement parlé vite, vous m'en excuserez. Quand on parle de féminisme et quand on parle des femmes qui ont changé le monde, on a souvent un documentaire où on vient dresser le portrait de femmes qui ont eu un grand impact. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours pertinent d'en savoir plus sur ces femmes-là. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, on vient parler des mouvements de femmes, des groupes de femmes qui ont eu un impact. Et ça, j'ai trouvé ça super rassembleur parce que je trouve que pour un enfant qui va venir lire ça, ça met beaucoup moins de pression de « Hey, moi, faut que je change le monde. » Le monde ne tient qu'à ce que je vais faire pour le changer. Là, c'est hey, quand toutes les femmes, par exemple, du Royaume-Uni se sont rassemblées puis ont décidé de dire non à leur employeur ou à voici ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé seulement parce qu'elles se sont toutes tenues. C'est pas une femme qui a changé le monde, c'est toutes les femmes qui ont changé le monde. Et c'est ce que j'adore du message ici. Donc là, on a une table des matières et à chaque fois, dans le fond, nous avons un 4 pages à peu près sur, là ici dans ce cas-ci, c'est la France, la marche des femmes sur Versailles. Et là, on vient parler que ça coûtait de plus en plus cher là, le coût de la vie. Et les femmes ont décidé de faire comme une grande marche, une grande manifestation de plusieurs kilomètres pour se rendre jusqu'à la place Versailles. Puis pour montrer leur colère et tout. Et on vient donc apprendre cette action de protestation menée essentiellement par les femmes est l'un des événements marquants de la Révolution française, peut-être parce qu'elle démontre la puissance de l'action collective. La Révolution française a mis fin au système de la monarchie absolue et instauré en 1792 la toute première République française. Et ensuite, on change de plage. Et là, on est rendu ailleurs dans le monde pour un autre groupe de femmes qui a changé le monde. Donc là, en Nouvelle-Zélande, c'était une pétition pour le droit de vote des femmes. Et c'est sûr que c'est une maison d'édition, c'est pas une maison d'édition québécoise, Rue du Monde. Ce qui fait que quand on vient parler, là, dans ce cas-ci, ce sont justement les Néo-Zélandaises qui ont voulu le droit de vote. On explique qu'est-ce qu'elles ont fait. Là, elles ont fait une pétition qui était longue comme des 270 mètres de long sur un rouleau avec que des femmes qui avaient signé, mais aussi des hommes, si je me rappelle bien, qui militaient donc pour le droit. Où je veux en venir avec le fait que ce n'est pas une maison d'édition québécoise, c'est qu'à la toute fin,
on apprend que c'est donc en 1893 que le droit de femme a été octroyé en Nouvelle-Zélande, le droit de vote, pardon, aux femmes. Et là, à la fin, on dit en France, il a fallu attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de voter. Ce qui fait que ça va amener une petite recherche de votre part de simplement aller dire OK, puis au Canada, OK, puis au Québec. Donc, de juste ajouter cette petite information-là parce qu'elle est capitale pour que les enfants se soulèvent et puissent justement là, de voir à quel point nous, on a été en retard comparé au reste, comparé du moins à la Nouvelle-Zélande. Et tu sais, là, ici, on a une grève de la faim en Espagne. Puis tu sais, moi, je me considère tellement féministe. Et il y a plein de choses que je ne savais même pas. Donc, comme je vous dis, on a souvent des portraits, puis tu sais, j'en connais des femmes qui ont eu un impact majeur, puis on parle souvent d'elles. Mais là, c'est un « elles » au pluriel, puis c'est vraiment pertinent, je trouve, de montrer l'action collective des femmes, ce que ça a changé. Donc, voilà ma vidéo sur les documentaires. Pour vrai, je pense que je vous les conseillerais tous, tout dépendant de votre niveau, là, mais ils sont absolument tous pertinents à avoir dans votre classe. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez m'écrire un commentaire pour me dire s'il y en a un qui a piqué votre curiosité ou il y en a un que vous aimeriez peut-être aller consulter à la bibliothèque ou à la librairie. Comme toujours, ça me fait toujours plaisir de vous lire et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera encore sur les sorties estivales, mais cette fois-ci, ce sera les romans et les bandes dessinées. Merci de votre écoute!